Bonjour! Alors, bienvenue dans cette vidéo spéciale pour nous présenter la pioche à lire du Cold Winter Challenge de 2025. Cold Winter Challenge qui est un défi littéraire qui est propulsé depuis plusieurs années, qui a été propulsé par plusieurs personnes, dont Margot Liseuse, mais depuis 3 ans, c'est Élise de A Book and a Cup qui s'en occupe. Et elle nous a proposé encore une fois cette année 2 menus qui sont récurrents et un menu qui est thématique en fait chaque année. Donc voilà, c'est parti, on va regarder ça ensemble. J'ai un petit peu exagéré sur les quantités. C'est un défi littéraire qui se passe en fait du 1er décembre techniquement au 1er février selon la nouvelle mouture de Élise de Book and a Cup, mais qui pourrait techniquement s'étirer jusqu'à la fin du mois de février si jamais on le souhaite. Alors c'est parti. Premièrement, on va y aller avec les 2 menus récurrents. Donc, le premier menu qui revient chaque année, qui s'appelle Féerie des fêtes. Cela dit, il y a quand même des petites modifications dans les menus récurrents. Il y en a une, celui-là, je crois qu'il y a une catégorie qui a changé de nom ou qui a changé un peu de mots-clés. Donc, c'est parti. Alors, ben oui, j'ai un petit carnet là, pour m'aider parce que sinon, je m'en sortirais pas. Alors, tout d'abord, la catégorie S'embrasser sous le gui avec les mots-clés romance de Noël, drame romantique, poison et manoir gothique. Je me suis un petit peu arrêtée à romance de Noël parce que j'ai décidé finalement de céder aux recommandations de Sophie Lee en me lançant dans une autre romance de l'Avent. J'en ai plusieurs cette année, puis je sais pas trop comment je vais faire, mais bon, c'est pas grave. Qui s'appelle Cozy Love and Christmas Crime d'Anouk Filippini. C'est publié chez Ozu, je crois, celle-là. Et je ne l'ai pas avec moi. Je vais sans doute peut-être l'écouter sur Nextory. Elle est disponible sous forme d'un chapitre par jour. Donc, sans doute que je vais me lancer dans cette aventure-là pour cette catégorie-là. Ensuite, deuxième catégorie de ce menu-là, ça s'appelle Histoire de fantômes sous le sapin. Alors, les mots clés sont fantôme, évidemment, surnaturel, histoire courte, famille, partage et multigénérationnel. Cette fois-ci, je suis allée avec 2 titres. Je ne sais pas trop si je vais lire les 2 ou je vais juste osciller entre, mais bref, il y a une histoire, c'est la 2e année que je fais ça, 2e ou 3e, dans le fond, dans la tradition de A Ghost Story for Christmas. C'est une collection qui est publiée chez Biblio Oasis et ce sont des courtes histoires d'auteurs connus, qui sont des histoires de fantômes, et selon la tradition qu'on devrait lire une histoire de peur le 24 décembre. Donc, cette fois-ci, j'ai été avec Afterward d'Edith Wharton, et c'est une petite histoire, et ça se passe dans une maison. C'est un couple, un jeune couple très riche, qui vont décider de se retirer dans la campagne en Angleterre, et qui sont à la recherche d'une propriété qui est joyeusement hantée. Dans le fond, ça va être une espèce de petite... justement, là, il va y avoir des fantômes dès le départ, mais peut-être que ça ne se passera pas exactement de façon aussi charmante que prévu. Donc, celui-ci. Ensuite, je suis allée avec Roundabout the Christmas Tree. Je vais toujours... voilà, Roundabout the Christmas Tree, qui est un recueil d'histoires classiques de Noël par des auteurs connus. Ça a été édité par Becky Brown. C'est publié chez Macmillan Collectors Library. Vous savez comment j'aime cette maison d'édition-là. Et on a des histoires de William Thackeray, Arthur Conan Doyle, Washington Irving, Lucy Maud Montgomery, G.K. Chesterton. Bref, ce sont vraiment tous des histoires. J.M. Barrie, Louisa May Alcott. Juste pour vous donner un petit peu une idée, si j'arrive à faire focuser. Voilà, donc ces 2-là ici pour la 2e catégorie. Ensuite, on a la catégorie qui s'appelle Au coin du feu, qui a comme mot-clé un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Alors moi, je suis allée avec... je ne savais pas trop quoi choisir, donc je me suis dit... je suis allée avec, tout d'abord, un livre de Hannah James. J'en avais un dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais je ne l'ai pas lu. Puis là, celui-là, il me tentait vraiment. Donc, c'est Alice with a Y, Return to Wonderland, donc d'Hannah James. Et c'est une espèce de suite réinventée de Alice au Pays des Merveilles. Et on va retrouver Alice, mais qui s'écrit A-L-Y-C-E, donc Alice with a Y, qui est en 1919 en Angleterre et qui habite avec sa grand-mère, qui est en fait la Alice originale et qui va recevoir une invitation mystérieuse à un tea party.
Et c'est là, en fait, que la fameuse Alice avec un Y va réaliser que les histoires que sa grand-mère racontait sont peut-être vraies, finalement. Donc, elle va finir par y aller, elle va retrouver le pays des merveilles, pas tout à fait en bon état, blablabla, bla, bla, vous voyez. Mais tu sais, juste, de toute façon, je l'avais pris parce que j'étais pas capable de résister à l'objet livre, là. Donc, voilà. Donc, vraiment, ça me tente bien. Alors, celui-ci. Et sinon, je vais essayer de m'organiser. Celui-ci que j'ai pris il n'y a pas très longtemps, qui est le premier d'une série qui s'appelle Skunk and Badger de Amy Timberlake, illustré par John Klassen, que j'adore comme illustrateur, et c'est publié chez HarperCollins. Et ça va être l'histoire d'amitié improbable entre un putois et un... J'oublie toujours c'est quoi un badger. Un putois et un badger. En fait, le badger qui habite toute seule, qui aime pas trop ça, qui est un peu avec ses habitudes, qui veut pas changer rien. Et le putois qui arrive, personne n'aime vraiment le putois, puis là, il va tout bouleverser son existence, l'existence du badger, mais évidemment, sans doute pour le mieux. Donc, celui-ci que je trouvais réconfortant. Ensuite, dernière catégorie de ce menu-là qui s'appelle Deck the Halls et c'est une couverture rouge et ou verte. Là, je me suis donné 2 choix parce que ça va dépendre dans quel mood je vais être. Donc, soit que j'y vais avec Mrs. Frisby and the Rats of Nim. C'est un livre qui est écrit par Robert C. O'Brien et illustré cette fois-ci dans une édition de luxe par Zena Bernstein. Voilà, donc c'est l'histoire de Mrs. Frisby qui est une souris, si je me souviens bien, qui a perdu son mari et qui habite avec ses 4 enfants sur une ferme, mais malheureusement, dans un champ, en fait, sur une ferme, et malheureusement, le fermier qui possède la ferme sur laquelle elle habite va décider de remuer la terre de ce champ-là pour pouvoir le cultiver et elles vont devoir se trouver une nouvelle maison, elle et sa famille, et elle va finir par recevoir l'aide des rats de NIMH, que je me souviens plus c'est quoi l'acronyme, qui vont essayer justement de l'aider à trouver la meilleure maison pour elle et sa famille. Donc ça a l'air très cute, c'est vraiment un classique ça aussi. Et je me suis dit, pour couverture rouge aussi, on n'est pas du tout dans l'esprit des fêtes ni de l'hiver, mais ça fait vraiment longtemps que je veux lire parce que je l'ai pas lu, puis je sais que de quoi ça parle, puis je sais que c'est un classique, puis surtout je suis bibliothécaire, puis je ne veux pas croire que j'ai pas déjà lu ça, mais bon. Je me suis dit, allons-y avec Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, qui est publié ici chez Simon & Schuster, donc j'ai pas besoin de vous rappeler l'histoire de Fahrenheit 451. Dystopie, censure, brûler des livres, si vous vous souvenez bien. Alors, je vais potentiellement lire ça, donc ça va être un ou l'autre. Alors ça, c'est le premier menu qui est terminé. Ensuite, dans le second menu, qui s'appelle Froid polaire, on va y aller avec... Ça aussi, c'est un menu qui est récurrent et ça va être les catégories suivantes. Celle-là, je pense que c'est juste le nom d'une des catégories avec les mots-clés qui ont changé. Donc, la première, c'est stalactite ensanglantée. Mots-clés thriller, policier, cozy murder mystery ou murder mystery, peur, frisson. Bon, cette catégorie-là, je me suis laissée aller parce que j'en ai déjà mis 2 que j'ai en main. Puis il y en a 3 autres que j'aimerais lire et qui sont soit des cozy Christmas mystery ou des romans de l'Avent de cozy mystery. Et j'avais vraiment envie de les lire, donc je vais peut-être les avoir, soit mes acheter en numérique ou peu importe. Alors, c'est parti pour le premier. J'ai décidé de retourner sur l'île de Lewis avec Peter May, donc Coffin Road de Peter May, et c'est publié chez Quercus Book. Et ça va être une espèce de... On va retourner après la fameuse trilogie de l'île de Lewis, dans le fond, sur les fameuses îles. Ça va mettre en scène 3 personnes, donc un homme qui reste debout hébété sur la plage d'une des îles de Lewis, puis qui ne se rappelle plus qui il est, puis que sur lui, tout ce qu'il y a, c'est une carte qui est écrite Coffin Road dessus. Et il y a le fameux détective D.S. George Gunn, qui est le détective qui habite sur l'île et qui va essayer de résoudre un meurtre parce qu'il y a un corps qui a été retrouvé sur une roche, un rocher qui était vraiment plusieurs milles loin de la rive. Et finalement, une adolescente qui est à Édimbourg dans son lit et qui essaye désespérément de découvrir la vérité au sujet du suicide de son père qui était un scientifique. Donc ça a l'air vraiment intéressant. On va retrouver D.S. George Gunn et non pas le premier détective dont j'ai oublié le nom. Donc Coffin Road de Peter May.
Sinon, après, ben, c'est un livre que j'avais précommandé puis que je le lis cet automne, puis qui commence à être un petit peu tard pour l'automne, mais j'y suis allée avec Richard Osman, The Impossible Fortune, donc qui est le tome 4, 5, je me souviens plus, 5 je pense, de cette série-là, qui est trop excellente, qui est de Thursday Murder Club, qui a l'air d'être, ben là, il y a eu l'adaptation sur Netflix, mais ça rapporte, mais pas totalement. Une fois qu'on a bien connu les personnages, après ça, on ne peut plus les lâcher. Ils ont tellement plus de profondeur que qu'est-ce qu'on peut le penser. C'est des personnages qui habitent dans une résidence pour personnes âgées, qui ont des vies vraiment différentes, puis qui vont se retrouver vraiment au cœur de mystères ou de meurtres ou de crimes assez dangereux, assez sordides, puis qu'à leur manière, vont essayer de résoudre ça en collaboration avec une des policières dont le boss a tendance à l'oublier un petit peu qu'elle peut avoir de la valeur, même si elle vient juste d'arriver là-bas alors qu'avant elle travaillait dans la capitale. Bref, celui-là, vraiment un bonbon, mais c'est juste que je me le gardais pour ça. Donc, a priori, j'avais ces deux-là déjà dans la première catégorie. Et j'avais décidé de lire de toute façon, comme c'est la tradition, le troisième tome du Cozy Christmas Mystery de Karine Pitecki, donc qui s'appelle cette année Le vol du Métropolis. Et on va retrouver Joanne et Laurie, je crois. Oui, si vous avez l'impression que c'est une petite référence à Louisa May Alcott et à Les 4 filles du Docteur March, c'est pas un hasard. On va donc retrouver ces deux personnes-là. Joanne, qui est une scénariste super connue de grandes séries télé, qui s'est retrouvée à devoir se replier dans son village pour aller voir sa tante préférée, alors qu'elle était malheureusement décédée, puis elle restait là, alors qu'elle vivait des choses au niveau personnel. Puis elle va avoir été prise dans des mystères au niveau du village. Dans le deuxième, c'était dans une espèce de manoir où elle avait été invitée pour passer, en fait, où elle avait décidé d'inviter son neveu, qu'elle aime beaucoup, pour passer Noël et tout ça. Puis bref, il y avait toujours Laurie qui est son amie d'enfance, ce qu'on comprend un peu amour d'enfance, mais lui a décidé de se diriger vers la prêtrise. Donc, on est toujours dans une drôle de dynamique. Et cette fois-ci, de ce que je comprends, c'est qu'ils sont à New York parce qu'ils vont voir la première d'un spectacle sur Broadway, puis que ben là, les choses vont pas se passer comme prévu avec des meurtres à l'horizon. Donc celui-là, j'ai toujours beaucoup aimé l'écriture de Karine Pitecki pour cette série-là. Sinon, ben le tout nouveau livre d'Ingrid Desjours sous un pseudonyme qui s'appelle, elle va écrire sous le nom d'Arabella Grimm, qui est un cozy mystery de l'avant, mais qui s'appelle Noël au balcon, mort à l'horizon. Malheureusement, j'aurais aimé l'avoir en papier celui-là, mais il n'est pas encore rendu au Québec en papier. On l'a seulement en livre numérique, donc je vais sans doute me l'acheter en livre numérique. Puis, ben, ça a l'air vraiment intéressant. Ça se passe dans un cimetière. Une jeune fille qui habite pas une jeune fille, mais une jeune femme qui habite dans un cimetière et il va y avoir soit un meurtre ou une disparition. Puis, elle va pas se. Puis, en fait, en raison du fait qu'elle habite là, il va falloir qu'elle se mêle un peu de résoudre l'enquête parce que ça peut aussi y tomber dessus. Il me semble que c'est ça, mais c'est vraiment de mémoire. Bref, ça va l'air vraiment excellent. Un chapitre par jour, je sais pas si je vais y arriver parce que ça va sans doute être très enlevant, donc je sais pas si je vais tenir, mais on verra bien. Et sinon, il y avait le fameux Meurtre et préjugés de Laurie Forêt, qui est une autrice qui est aussi connue sur Instagram sous le pseudo de Pumpkin Library, je crois. Et c'est son premier roman qu'elle a sorti, c'est publié chez Erol. Et s'il y a une allusion à Jane Austen, c'est pas pour rien. Et c'est encore une fois un cozy mystery qui fleure bon les espèces de mécanismes assez standards qu'on peut avoir dans les cozy mystery, dans le sens où une jeune femme qui va quitter la ville et puis une vie trépidante et qui va décider de tout mettre ses économies pour ouvrir un salon de thé à thématique Jane Austen, mais qui malheureusement rendu dans je sais pas si c'est son village natal, mais en tout cas un endroit où elle a déjà habité et tout, il va avoir quelqu'un qui va être trouvé mort dans la cour de son nouveau salon de thé. Or, malheureusement, il y a des dissensions au sein de la ville par rapport à l'arrivée de son salon de thé. Puis là, ben, dans le fond, tout va pointer vers elle comme étant la suspecte et va devoir trouver qui a été vraiment le meurtrier parce qu'elle ne veut pas que ça tombe sur elle. Puis il paraît que c'est vraiment bien écrit, fait que ça me tentait bien. Celui-là, encore une fois, on l'a ici en papier. Je vais voir. Je pense qu'il est juste disponible en papier, puis il n'est peut-être pas disponible en numérique. Là, je vais voir ce que je vais faire, mais bref, voilà. Première catégorie, donc un peu trop pleine, mais on va voir ce que ça va donner. Ensuite, la deuxième catégorie, marcher dans la neige, donc nature writing, littérature de voyage, grands espaces, nature, solitude. Celui-là, j'ai décidé de me donner un petit break, puis je suis allée avec, avec un manga des éditions Le Renard Doré, donc le label Le Renard Doré qui est publié chez Rue de Sèvres. Et c'est celui-ci, donc Louve
de Miyaki Miya. Et on va retrouver en fait un frère et une sœur qui sont un petit peu différents de tout le monde. Et ce sont des bergers. Ce qui va faire qu'ils vont être un petit peu devoir se tenir à l'écart. Dans le fond, c'est parce que la sœur a des oreilles pointues, un pelage et ressemble à un loup. Et donc, on va les voir évoluer là-dedans et essayer d'évoluer au sein de la société malgré les préjugés que tout le monde pouvait avoir. Donc, pour celui-là, je me suis basée plus sur solitude et nature comme mots-clés. Parce que, bon, hein, n'est-ce pas? Alors, voilà pour ceci. Excusez, hein, j'ai vraiment un chat qui est complètement tannant aujourd'hui. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il prend. Moi, il y en a un neige. Ensuite, troisième catégorie, The Wild Hunt. Donc, prophétie, destinée, chasse, quête, chute. Et là, comme je l'ai reçu, je vais enfin pouvoir me plonger dans ceci. Echo, le tome 1, l'Onyx, de Marianne LTR, publié chez Imeris Éditions, que j'ai réussi à avoir accès malgré le fait que c'est une maison d'édition toute neuve qui est en France et qui est plus difficilement distribuée au Québec. Donc, on est dans de la science-fiction, une biologie. Puis on est vraiment dans un univers où il y a bassité, puis ceux qui sont vraiment privilégiés. Et dans la ville, cette ville-là est entourée par une brume mortelle qui, dans le fond, comme ça dit, crée vraiment une problématique. Et Echo va se retrouver, qui est une jeune femme, j'imagine. Echo va se retrouver mêlée au vol d'un des 6 joyaux de Pandore. Et dans le fond, qui est un arche qui surplombe Basse-Cité, qui j'imagine les gens qui sont plus niveau commun des mortels. Et Bast va décider de lui venir en aide. Donc, elle va avoir vraiment des alliances, une quête, tout ça. Donc, moi, je suis allée avec ça pour, évidemment, destinée et quête. Donc, voilà. Pour Echo. Et enfin, celui-là, j'ai vraiment travaillé fort. J'ai regardé dans tous mes livres à lire. Et ça donnait la quatrième catégorie, c'est Let It Snow. C'est un livre dont le titre contient un mot hivernal, puis j'en ai comme pas. J'ai vraiment cherché. Là, le seul que j'ai vu qui pouvait correspondre, c'est un tome 2. Puis j'ai décidé que ça pouvait correspondre par association d'idées, mais c'est celui-ci. Les héritiers de l'Arctique d'Axlac Nord, ici en version chez 10-18. Donc, c'est le deuxième tome d'une série qui avait commencé avec dans le fond, qui concerne une grande famille norvégienne, les Falk, et dont la matriarche va être retrouvée morte. Et on va suivre, il me semble que c'est la petite fille, ça fait longtemps que je n'ai pas lu le premier, la petite fille qui va vouloir connaître la vérité sur sa famille et qui va vraiment découvrir des secrets assez sordides qui ont un lien d'ailleurs avec un peu la collaboration pendant la, je crois, Seconde Guerre mondiale. Et dans le fond, dans celui-ci, on est rendu après le premier tome où il s'est passé beaucoup de révélations. Et de ce que je comprends, c'est que il va y avoir des morts au sein de la fondation familiale là, qui s'appelle Saga, qui est censée être là pour préserver les archives de l'île où ils habitent, en Norvège. Et en raison de ça, ça va être soupçonné d'être lié à un complot politique. Puis bon, on va suivre les familles là-dedans. Donc, j'avais vraiment beaucoup aimé ça. C'était super intéressant. Bon, la seule chose que je peux voir, c'est que c'est arctique. Donc, il fait froid. Hein? Ça va passer. Dites-moi que ça va passer. Alors, voilà pour la deuxième catégorie. Et enfin, la catégorie qui est seulement la thématique en fait de cette année, excusez-moi, qui est donc éphémère. C'est cette année, elle a décidé d'explorer, Élise, le côté sombre de l'hiver. Donc, ça s'appelle In the Dead of Winter. Donc, on est vraiment des catégories qui sont avec des références qui sont très mythologiques, dont je me souviens plus, mais je vais vous mettre de toute façon la vidéo originale en barre de description pour que vous puissiez aller voir vraiment la présentation qui est faite par Élise. Là. Mais moi, j'ai pris ça en note. Alors, la première catégorie, ça s'intitule Greetings from Krampus. Et les mots-clés sont divinité, nuit, sacrifice, danger, animal, enfance et masque. Puis là, moi, dans le fond, je me suis concentrée sur danger et enfance avec le nouveau livre écrit à quatre mains par Ruta Sepetys et Steve Shankin, qui est donc de Bletchley Riddle. Et c'est publié ici chez Viking. Et on se retrouve en 1940, alors que je crois qu'on a un duo de jumeaux de 19 ans qui vont se retrouver à habiter à Bletchley Park,
dont on connaît un peu la fonction aussi dans la Seconde Guerre mondiale pour l'endroit où on va décoder le fameux code de l'ennemi Enigma. Et pendant ce temps-là, que le contexte politique qui est vraiment intense, il va y avoir une disparition. Je vais juste voir. Oui, la disparition de la mère, en fait, de... C'est des jumeaux? Mais non, j'ai dit siblings. Bon, Jacob, qui est le plus vieux, qui a 19 ans, et Lizzie, qui a 14 ans, et leur mère va disparaître. Et ces deux-là, dans le contexte de Bletchley Park et de tout ce qui se passe là-bas, qui est vraiment top secret pendant la Deuxième Guerre mondiale, vont essayer de trouver finalement qu'est-ce qui s'est passé avec leur mère. Donc, voilà. Donc, danger et enfance. Ensuite, j'ai décidé d'y aller avec deuxième catégorie qui s'intitule « Un cœur de glace, froid et insensible ». Les mots-clés sont magie, féminisme, gourmandise, immobilité, glace et neige. Puis là, je suis vraiment allée juste sur magie parce que je voulais absolument lire celui-là. C'est un Cozy Mystery de Noël, disons, d'un auteur que j'avais découvert l'année passée ou cette année, je me souviens plus, Benjamin Stevenson. Et j'ai juste lu le premier tome de sa série. J'ai pas lu le deuxième qui se passe sur un train, mais il avait l'air d'être assez stand-alone celui-là, donc je décide de me lancer quand même. Donc c'est Everyone This Christmas Has a Secret de Benjamin Stevenson. C'est publié ici chez Mariner. Et on va retrouver Ernest Cunningham, qui est un fan de l'âge d'or du roman policier, donc au début du 20e siècle, et qu'on a retrouvé dans le premier tome, et qui finit toujours par se retrouver sur le chemin de vraiment mystères un peu insolubles. Et le voici à ce moment-ci, à Noël, au spectacle de Noël, d'un magicien qui est universellement reconnu, qui s'appelle Ryland Blaze, et dont le mécène a été assassiné. Et bien, dans le fond, on va voir ce fameux auteur-là qui va nous amener à déterminer qui est le coupable parmi le magicien, l'assistant, l'administrateur, celui qui hypnotise, le jumeau identique, le conseiller et le régisseur. Ce qui est intéressant, c'est que Benjamin Stevenson, c'est vraiment un principe qu'on suit un narrateur, mais on n'est pas sûr de la fiabilité du narrateur, et c'est un narrateur qui brise beaucoup le quatrième mur. Donc, voilà. Alors, ceci qui m'intéresse beaucoup. Ensuite, troisième catégorie, le démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver. Pouvoir, amour, mythe, folklore, démon, beauté. Cette fois-ci, je suis allée avec amour, parce que j'avais vraiment envie de lire ce livre-là, que j'ai juste inséré dans la catégorie. Et c'est celui-ci. C'est un roman graphique, donc Pardalita. C'est de Johanna Estrela, traduit du portugais, et c'est chez Éditions Thierry Magnier. Donc, c'est vraiment une formule assez particulière. Donc, voilà. On va suivre, dans le fond, Raquel qui va raconter son histoire. C'est une adolescente qui... elle va au lycée, est dans la troupe de théâtre, et elle n'arrive pas vraiment trop à savoir qui elle est, puis éventuellement, elle va voir une nouvelle personne qui va arriver, Pardalita. Et ben, dans le fond, ça va être un peu l'histoire de comment elle va tomber amoureuse de cette jeune fille-là. Alors que si j'ai bien compris, c'est plus ou moins accepté. Donc, ça me tentait vraiment de lire ça. Donc, on est sur amour. Avant-dernière catégorie de cette vidéo. Là, c'est une super longue citation, puis elle le dit dans la vidéo, puis je me souviens juste plus c'est tiré de quoi, mais bon, désolée. C'est « Hutte, petite hutte, tourne ton dos à la fenêtre et ta face vers moi ». Ça, c'est la catégorie. Et les mots-clés sont maison, secret, forêt, grand-mère, travaux d'aiguille et aventure. Et là, j'ai décidé de me fier sur maison, secret, aventure potentiellement, et d'essayer de mettre le fameux fameux classique, mais réédité chez M. Toussaint Louverture, La maison dans laquelle, le tome 1 de Mariam Petrosian. Donc, voilà. Excusez-moi, j'ai vraiment de la misère avec le focus pour cette vidéo-là, ça n'a aucun sens. Donc, on ne veut jamais rentrer dans cette maison-là, mais une fois qu'on est dedans, on ne veut plus en sortir. Ça me fait presque penser à la chanson, la fameuse chanson de Hotel California. Et que dans le fond, à l'intérieur de cette maison-là, il y a les règles qui sévissent à l'extérieur ne vont pas s'y appliquer. Les couloirs murmurent, les pièces changent. Donc, vous voyez un petit peu, il y a des gens un peu singuliers qui habitent là. On se demande si la maison est vivante. Est-ce qu'il existe une forêt dans ses fondations? Et qui sont les tombants? Donc, voilà, vous voyez un petit peu ce que c'est. Alors, c'est parti pour ce mystère que je veux vraiment lire. Et enfin, dernière catégorie, c'est la chute du roi Ou.
Et les mots-clés sont combat, cycle, changement, mort, fée, royauté. Là, je suis allée avec mort, même si c'est dans l'absurde, mais malgré tout, parce que le résumé de ce roman-là est quand même un petit peu, donne un peu, met un peu sur le choc, et c'est celui-ci. Donc, Rumba Mariachi de Fabrice Caro, publié ici chez Esquif. Donc, on est ici dans un roman de Fabrice Caro, un opuscule de rien qui fait, je pense, une trentaine de pages, et qui, en fait, est un... Ça commence quand le téléphone sonne. La première phrase, c'est, je mets une citation, « Quand le téléphone a sonné, j'étais en train de me pendre. » Il y a juste Fabrice Caro qui peut commencer un livre comme ça. Et dans le fond, c'est quelqu'un qui est interrompu alors qu'il est en train de mettre fin à ses jours. Et comme il est interrompu, il va prendre le téléphone et ça va devenir, en fait, de ce qu'on vit là ici, sa journée va finalement être la journée la plus folle et bizarre de son existence, alors qu'il s'enlignait peut-être malheureusement pour qu'il n'y en ait plus du tout. Donc ça, j'ai vraiment envie de le lire aussi. Alors, ouf, c'était ça. Merci d'avoir suivi cette grande aventure avec moi et vraiment désolée pour la multitude de problèmes techniques. C'est vraiment que j'avais un éclairage un peu bizarre puis je sais pas pourquoi mon téléphone ne peut pas faire de focus. J'espère que ça vous a plu. Vous, est-ce que vous êtes le genre à faire des défis littéraires? Moi, je n'étais pas sûre de le faire. C'est sûr que là, c'est très, très gros là, comme pioche à lire. Mais justement, c'est une pioche à lire. Je sais que je ne lirai pas tout. Mais si jamais vous en avez fait ou que vous voulez en faire, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Si vous ne connaissez pas du tout ce défi littéraire-là, comme je vous dis encore une fois, je vous invite à aller voir la version, la présentation en fait de celle qui mène le tout à bout de bras, qui est Élise de A Book and a Cup. Et puis, ben voilà. J'espère que vous allez avoir tout plein de belles lectures pour les mois à venir. Puis ben nous, on se retrouve ensuite selon notre fréquence habituelle, donc tous les dimanches. À la prochaine!